Monsieur le Président, mon capitaine, Mesdames et Messieurs, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Professeur, je suis très honoré d'être aujourd'hui parmi vous, donc dans ce prestigieux site cœur de notre gendarmerie. Et donc c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité que je me présente aujourd'hui devant vous pour cette introduction. Je vous remercie de m'avoir confié, j'allais dire, cette mission, j'allais dire, hautement symbolique, d'ouvrir un colloque. Un colloque, donc, journée par définition de réflexion, de regard sur le passé, mais nourrissant bien évidemment toujours le présent. Le thème tel qu'il est exposé, bien sûr, renvoie très naturellement, j'allais dire, à l'histoire de la gendarmerie et notamment à son histoire en tant que, j'allais dire, corps militaire en tant que tel. Avant de revenir un petit peu sur cet aspect, je voudrais vous parler un petit peu du SHD, bien évidemment. Donc, le service historique de la défense, qui a été créé en 2005, n'est en fait que l'héritier de tous les services qui avaient été créés antérieurement. Donc, le dépôt de la guerre en 1688, le dépôt de la marine en 1699, et les archives de la gendarmerie qui sont, j'allais dire, arrivées un petit peu plus tard dans le process en termes de création et qui ont été complètement, j'allais dire, intégrés en 2005 à cette réforme qui regroupait l'ensemble des services. Alors, le SHD, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle en grande ligne, puisqu'on va s'apercevoir que dans toutes les missions du SHD, eh bien, la gendarmerie est très présente et donc, j'allais dire, dans le cœur des préoccupations du service historique, au même titre que les autres armées. Je dis bien au même titre que les autres armées. Alors d'abord, première mission, une mission archivistique, puisque nous sommes, j'allais dire, le réceptacle de la production de l'ensemble des états-majors, directions et services du ministère des Armées d'aujourd'hui, mais aussi de la gendarmerie. C'est 450 km d'archives. 450 km d'archives qui fait du SHD le premier acteur étatique, j'allais dire, du monde de l'archive, puisque les archives nationales, c'est environ 100 km de moins, et les archives diplomatiques, c'est environ ce que nous avons aujourd'hui simplement à Vincennes. Ce qui veut dire que nous avons une responsabilité toute particulière en la matière. Et donc une responsabilité tant vis-à-vis des armées, directions et services que vis-à-vis du citoyen, puisque nous sommes, j'allais dire, dans une mission de service public. Et j'allais souvent, quand je suis devant un auditoire militaire, on me dit ce sont les archives des militaires. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, ce ne sont pas les archives des militaires, ce sont les archives du citoyen, mais qui partent bien évidemment de la production faite par les armées, par l'institution de défense, et qui donc nourrissent ces 450 km. Ces 450 km, je vous ai dit, la gendarmerie y est très présente, puisque en gros, c'est 60 km d'archives, une bonne vingtaine sur Vincennes, où nous avons les archives historiques du service, mais aussi au Blanc. Au Blanc, nous avons les archives des unités de gendarmerie, ce jusqu'en 2009, puisque les archives qui vont être créées par les unités de gendarmerie après 2009 sont destinées aux archives nationales qui ont une compétence générale et donc la compétence pour le ministère de l'Intérieur. En revanche, nous continuerons à être, j'allais dire, le détenteur et le gestionnaire de ces archives de la gendarmerie, de ces archives historiques. Si je reste sur le Blanc 2 minutes, nous avons encore une petite dizaine d'années, j'allais dire, de travail sur les archives
des unités de gendarmerie, puisque nous avons pour l'instant le chantier des archives des brigades des unités métropolitaines et nous amorçons la collecte et le tri des archives de l'outre-mer. Donc on voit qu'on a encore, j'allais dire, un travail important. C'est ce qu'on appelle des archives intermédiaires, puisque après leur tri, elles finiront effectivement au titre des archives historiques à Vincennes. Ces archives 2009, bien évidemment, est une date importante. Il était important et très symbolique, j'allais dire, de conserver au sein des archives du SHD ces archives de la gendarmerie qui, j'allais dire, sont un élément de la réponse posée indirectement par ce colloque. Je vous ai dit qu'à partir des archives construites après 2009, nous irons plutôt vers des archives gérées par les archives nationales. Pour autant, il y a bien évidemment des archives qui resteront services historiques. Ce sont celles des unités spécialisées, hein, donc la gendarmerie de l'air, gendarmerie de l'armement, etc. Et puis aussi toute l'action de la gendarmerie en tant qu'unité militaire, notamment dans le cadre de l'action prévôtale. Et puis aussi, mais lié à une autre raison, tout ce qui est les archives de la formation, puisque la formation est finalement un dérivé de l'ARH d'une certaine manière. Et deuxième élément important, effectivement, c'est que les dossiers des agents de la gendarmerie, des agents militaires de la gendarmerie, continueront à être, j'allais dire, reçus à Pau, hein, à Pau, donc au centre des archives militaires, des personnels militaires en tant que tels, et donc qui constitue là aussi un élément particulier. Donc en gros, une vingtaine de kilomètres d'archives à Vincennes, une quarantaine à Aubelan et environ 6 à 8 kilomètres sur les archives de personnel à Pau, ce qui montre bien sur les 450 kilomètres l'importance de ces archives de la gendarmerie. Alors ces archives, elles vont servir bien évidemment pour certaines à, j'allais dire, à créer du droit, hein, c'est-à-dire créer des droits pour notamment tout ce qui est, j'allais dire, la carrière militaire. Mais bien évidemment, c'est un matériau essentiel de la recherche, j'allais dire, scientifique, donc telle qu'elle peut se développer dans les universités et dans tous les instituts en la matière, mais aussi de recherche, comme je le disais tout à l'heure, pour le citoyen qui peut aussi accéder à ces archives et, j'allais dire, répondre à ses propres préoccupations en la matière. Donc une fonction archive qui est, j'allais dire, essentielle en tant que telle. Une fonction bibliothèque. Le SHD, c'est 1 million de titres en bibliothèque. Si on fait la première bibliothèque européenne en matière d'histoire militaire, et bien évidemment, à la bibliothèque, on a des ouvrages sur la gendarmerie, et ce remontant jusqu'à la maréchaussée, et donc avec là aussi une très grande richesse dans les fonds de la bibliothèque. Et je dirais, sans épiloguer, je dirais c'est le même traitement que pour les archives, c'est-à-dire qu'elles sont à disposition et permettent d'enrichir la réflexion. Alors, troisième fonction, c'est une fonction là qui est très en lien avec le sujet même de notre thème, puisque c'est la symbolique. La symbolique, c'est-à-dire la marque des traditions dans, j'allais dire, le visuel en tant que tel des armées. Et donc, c'est aussi bien les insignes que eh bien, les emblèmes
avec les inscriptions qui sont l'objet de notre colloque d'aujourd'hui. Ce sont les filiations, ce sont les baptêmes de promotion. Et le SHG, en l'espèce, n'est pas décisionnaire, hein, ce n'est pas à lui de décider, c'est aux armées de décider. Donc au directeur général de la gendarmerie, s'agissant de la gendarmerie, en relais, bien évidemment, pour certaines des décisions vers les ministres, donc le ministre de l'Intérieur, s'agissant maintenant de la gendarmerie. Mais donc, en revanche, nous sommes, j'allais dire, la plaque tournante et le passage obligé de cette symbolique pour émettre des avis, vérifier la qualité des propositions, conseiller, voire créer, hein, puisqu'on crée aussi des insignes. Globalement, c'est une activité qui génère un fonds particulier, puisque le SHG, c'est environ 60 000 objets de symbolique, dont la symbolique de gendarmerie. Dernier et pas la moindre des missions du SHG, eh bien c'est l'histoire. L'histoire, c'est une particularité, je dirais, du service historique de la Défense, c'est d'avoir une mission propre en matière d'histoire, ce depuis... Alors, il y a eu, j'allais dire, des éléments d'exploitation historique dès avant le début du XXe siècle, mais c'est vraiment la guerre de 14 qui va créer la fonction histoire en tant que telle. C'est la fin de la Première Guerre mondiale et très clairement, c'est la volonté ministérielle, la volonté des armées d'écrire l'histoire. Donc on est clairement, dans ce lendemain de la Première Guerre mondiale, dans l'écriture d'une histoire officielle. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est plus la mission d'aujourd'hui. Mais nous avons gardé cette fonction d'histoire au travers de 3 éléments. D'abord de la recherche fondamentale en matière historique, notamment nourrie par les fonds que je viens de vous décrire. Et donc là, j'allais dire, c'est du travail de recherche, comme j'allais dire dans n'importe quel laboratoire ou dans toute mission d'historien. Ce sont des études. Alors des études qui sont, j'allais dire, demandées par les autorités tant militaires que politiques sur des aspects particuliers de l'histoire de l'arme. S'agissant de la gendarmerie, eh bien, ce sont j'allais dire, des études qui vont être multidirectionnelles, puisque ça peut être, j'allais dire, pour asseoir une réflexion sur l'histoire en tant que telle, mais aussi préparer des réformes, voire des actions, hein, y compris des actions opérationnelles lorsqu'il y en a. Donc on voit un lien très direct avec à la fois un aspect mémoriel, un aspect historique classique, mais aussi la nourriture d'une réflexion du présent au travers de ces études. Et puis, dernier élément, c'est l'enseignement, puisque les historiens du service historique vont participer à l'enseignement supérieur militaire, donc pour la gendarmerie, notamment à l'EOGN, à Saint-Cyr, à Naval, à l'école de guerre. Et donc là, c'est une mission, j'allais dire, d'abord tournée au profit des armées, direction et services, mais aussi vers l'extérieur, puisque c'est, j'allais dire, l'irrigation vers les universités, vers les instituts de recherche, avec une participation active de ces historiens au titre de cours, de conférences, de participation à des actions de valorisation, donc un rôle important. Alors cette capacité de recherche, c'est environ une petite vingtaine de chercheurs qui sont, j'allais dire, tous docteurs en histoire militaire ou doctorants, et nourris à la fois, et c'est très intéressant en termes de regard croisé, par des officiers historiens,
mais aussi des enseignants du secondaire, des enseignants du supérieur, des contractuels. Donc une vraie capacité de recherche, un vrai, je dirais, laboratoire de recherche en tant que tel. Alors je dis que ça c'est tout à fait exceptionnel puisque quand on regarde les services d'archives, archives nationales, archives diplomatiques, il y a des liens avec l'université, mais il n'y a pas de capacité interne d'exploitation des propres fonds. Et quand on regarde au niveau international, c'est pareil, on n'a pas vraiment d'équivalent. Donc c'est quelque chose d'intéressant et qui est tout à fait important. Dans cette mission, là aussi, la gendarmerie est un élément d'étude, un élément de recherche, un élément d'enseignement. Et donc le bureau gendarmerie, qui est dirigé par le lieutenant-colonel Ebel, est entièrement tourné avec ses collaborateurs, que vous en verrez défiler à la tribune tout à l'heure, participe aussi à cette mission. Le tout étant, j'allais dire, sous les orientations du professeur Drévillon qui prendra la parole après moi et qui est le directeur de la recherche historique. Avec une mission à la fois interne au SHG, mais aussi une mission externe, puisqu'il a une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du ministère de coordonner la recherche en matière historique. Voilà, donc on voit qu'au travers de l'ensemble des fonctions du SHG, la gendarmerie est présente, j'allais dire, à tous les niveaux. Et je voudrais revenir un petit peu en arrière, aux alentours de 2016, il y avait une réflexion conduite par la gendarmerie pour savoir si finalement il fallait laisser au SHD les missions, la mission archive, j'allais dire, c'était réglé, puisqu'il y avait un protocole qui en réglait la destination, mais justement ces fonctions symboliques et histoire. Et là, il y avait une orientation qui était est-ce que finalement on ne devrait pas le récupérer en interne gendarmerie et le faire vivre en interne gendarmerie. Et je dois dire que sur cet aspect, j'ai réagi assez fortement parce que je considérais qu'il y avait un vrai risque. Non pas que les gendarmes s'occupent de leur symbolique et de leur histoire, ça c'est pas un risque, mais un risque, j'allais dire, par rapport à l'identité militaire en tant que telle de l'arme. Et que le fait de laisser ces fonctions au service historique participait à la militarité de l'arme et, j'allais dire, à la garantie de la pérennité de ces fonctions. Donc ça a été des débats intéressants qui ont abouti effectivement avec le major général de la gendarmerie de l'époque et donc le directeur actuel au maintien de ces fonctions SHG. Et personnellement, je trouve que c'est une excellente chose parce qu'effectivement, je crois que c'est une garantie. J'allais dire, c'est un peu une garantie au même titre que, par exemple, les décorations qui, à un moment aussi, ont failli glisser pour sortir, j'allais dire, de la sphère militaire et où là, dans d'autres fonctions, j'avais aussi plaidé pour dire que ça me paraissait dangereux parce que, j'allais dire, par effet de comparaison, on risquait de réduire les droits des militaires de la gendarmerie, les droits à décoration et derrière l'expression de la militarité au travers des décorations. Donc on voit que c'est un positionnement qui ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'on pourrait effectivement dire la gendarmerie est, j'allais dire maintenant, intérieure en tant que telle, mais je crois que ces points d'accroche sont des éléments importants. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, pour revenir au thème d'aujourd'hui, c'est un thème, j'allais dire, qui miroite tout à fait avec ce que je viens de dire. Parce que quand on s'interroge sur les inscriptions sur le drapeau, sur les batailles auxquelles ont participé la gendarmerie, sur les faits d'armes de la gendarmerie, eh bien, on est en fait en train de se pencher sur la militarité de la gendarmerie.
Et donc c'est pour moi un élément de débat très intéressant. Et je crois que tous les débats qui vont avoir lieu autour des interventions que vous allez avoir aujourd'hui, bien répondront un petit peu justement à cette problématique de en quoi finalement la gendarmerie est bien une entité militaire et en quoi elle doit le demeurer, quel que soit son positionnement et quelles que soient ses missions, avec bien évidemment des équilibres à trouver entre les missions au titre, j'allais dire, de l'intérieur en tant que tel, donc vis-à-vis du territoire, mais là aussi on voit que la liaison entre armée et territoire a beaucoup évolué, les lignes ont aussi bougé, puisque la défense du territoire national en tant que telle est devenue aussi une cause des armées. Les armées y participent, bien évidemment les forces de gendarmerie et les forces de police, bien naturellement, mais on voit que les armées ont investi aussi cet aspect et que donc même cette mission s'inscrit aussi dans une certaine militarité. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en propos liminaires. Je pense que vous aurez plein de questions tout autour de ces thèmes dans cette journée d'études, dans ce colloque, et je me réjouis d'avoir construit avec la Norginde cette journée auquel plusieurs des collaborateurs du SHG vont participer, et je suis sûr que c'est une journée qui marquera la réflexion en la matière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, moi, je ne vais pas vous faire des développements sur ces éléments historiques. Je ne suis pas historien en tant que tel. Et je préfère bien évidemment laisser la parole aux historiens qui vous diront des choses beaucoup plus précises que je ne pourrais vous dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle je n'entre pas dans le vif du sujet, mais je voulais, j'allais dire, resituer le sujet par rapport justement à cette notion de militarité. Je vous remercie. Je suis très heureux d'ouvrir ce colloque consacré aux batailles inscrites au drapeau de la gendarmerie nationale, mission héros et faits d'armes. En effet, pour les associations de réservistes, la transmission de la mémoire de notre institution est l'une des missions majeures qui incombent aux associations de réservistes. L'objet de ce colloque consacré aux batailles inscrites au drapeau, comme l'a rappelé le chef du service historique, rappelle la militarité de la gendarmerie. Il faut savoir aussi que c'est un sujet de réflexion actuel, puisque aujourd'hui, quelles seront les batailles ou les futures batailles que nous pourrons inscrire au drapeau, quand on sait qu'aujourd'hui la gendarmerie est tournée surtout sur les missions de sécurité intérieure, mais nos gendarmes sont si ce ne sont plus des héros de bataille, ce sont venus des héros du quotidien, puisque maintenant notre champ de bataille, c'est la route, ce sont les territoires, ce sont même maintenant le cyberespace, et donc c'est aussi un sujet de réflexion sur quelle bataille on pourra inscrire dans le futur au drapeau. De manière, je pense, également beaucoup plus globale, c'est aussi comment, puisque les batailles inscrites au drapeau commémorent, comment dire, la mémoire de nos grands anciens. Mais comment aujourd'hui commémorer la mémoire des gendarmes qui décèdent dans l'exercice de leur fonction au quotidien? Vous le savez actuellement, le ministère des Armées a lancé le monument OPEX, notamment pour rendre hommage à tous les personnels qui sont décédés en opération extérieure. Nous pouvons peut-être nous interroger, est-ce que la gendarmerie ne pourrait pas, là aussi, alors pas sous peut-être le format de monument, mais aussi ériger un espace de mémoire depuis la guerre d'Algérie, à destination de l'ensemble de ces personnels qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions, puisque pour ceux des ministères des Armées, ils auront leur monument OPEX. Se pose la question pour nos gendarmes dans l'exercice de leur mission du quotidien, que ce soit le maintien de l'ordre ou la sécurité des territoires et des populations.
Voilà, je tenais à vous faire part de ces quelques réflexions personnelles qui peuvent là aussi peut-être contribuer au débat de l'institution. En tout cas, je vous remercie à tous d'être venus nombreux à ce colloque. Je vous souhaite une excellente journée. Et donc, je vais céder la parole au professeur Drévillon et au colonel Vidal pour la présidence de la première séance, donc de la conférence inaugurale du professeur Hervé Drévillon. Je vous remercie.